Crypto-monnaie, révolution financière ou bombe à retardement. Aujourd'hui, on en parle sur Street Money, le podcast idéal qui vous informe sur la crypto-monnaie et sur le trading. J'ai donc le plaisir d'inviter M. Jonathan Joseph sur ce podcast afin de répondre à certaines de nos préoccupations. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, merci de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonsoir M. Joseph, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer. La première question est celle-ci. Comment avez-vous découvert la crypto-monnaie et qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers? La rencontre avec la crypto-monnaie a été une rencontre assez hasardeuse, je dirais ça comme ça, parce que j'avais commencé le trading avec M. Mardoché ici présent. On avait commencé, mais je cherchais aussi un domaine où je serais beaucoup plus spécialisé, un domaine, comme je pourrais le dire, un domaine à moi. Donc je cherchais ce domaine-là et un jour, j'ai vu un post d'un gars là qui avait posté une capture d'écran de trading futur sur Binance, un truc comme ça. Donc j'ai pris l'application Binance, donc je me suis intéressé à ce domaine. J'ai commencé à faire beaucoup de recherches dessus. Donc ce qui m'a fait basculer du trading simple, traditionnel, genre forex, indice synthétique, des trucs comme ça, vers le trading crypto. Donc actuellement, je fais beaucoup plus tout ce qui est crypto que tout ce qui est forex et autres. Donc je vais dire courant 2019-2020, juste après mon bac en fait. Alors, quelle est la plus grande opportunité que la crypto-monnaie offre aujourd'hui selon vous? Je vais dire la plus grande opportunité actuellement, ça reste pour moi, ça reste le BTC, mais on voit que le BTC n'est plus tellement à portée de tout le monde, c'est ce qu'on se dit. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la possibilité de prendre un fragment de BTC. Tu peux prendre 0,00005 BTC par exemple. Donc, en fonction de tes moyens, il faut quand même en avoir un peu. Parce qu'une crypto-monnaie qui n'existe qu'en 21 millions d'exemplaires, on est plus de 8 milliards sur la Terre. Donc, à un moment où ce serait vraiment une réserve monétaire pour plusieurs pays, comme c'est en voie de l'être aux États-Unis actuellement, je crois qu'avoir une partie de cette réserve monétaire-là, ce serait vraiment quelque chose de très fructueux ou bien de très juteux pour tout investisseur. Mais à part ça, pour ceux qui se disent qu'il est déjà trop tard pour le BTC, il y a d'autres opportunités comme les middle cap, les cryptos qui ne sont pas des shitcoins, qui sont des altcoins mais qui ont la capacité quand même de nous donner de bons rendements et qui ont un bon fondamental aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins deux exemples de cette crypto? Donc pour deux exemples, je vais choisir des trucs terre à terre. Je vais partir d'abord sur le Cake. Le Cake, c'est la crypto-monnaie de la plateforme décentralisée, la plateforme d'échange PancakeSwap. C'est une plateforme d'échange qui ne nécessite pas l'apport de quelqu'un, c'est automatisé, c'est fait avec des smart contracts. Donc, dès que Mardoché, par exemple, envoie une certaine quantité de BNB Smart Chain et veut des USDT, le tout se fait automatiquement. C'est pas comme sur Binance où des fois il faut que les humains valident les transactions, tout ça. Non, donc c'est fait directement automatiquement. Donc tant qu'il y a la liquidité, tu pourras venir à n'importe quelle heure faire ta transaction. Donc, et cette plateforme aujourd'hui aussi te permet de bridger, c'est-à-dire tu peux avoir des USDT ERC20 et passer, je donne un exemple, passer par exemple à des USDT BEP20 et faire le tout, la navette entre les blockchains. Donc c'est une crypto-monnaie qui, je pense, peut faire du boom pour le bull run prochain. Son ATH est allé jusqu'à $44 je crois. Actuellement ça tourne autour des 2. Moi je l'ai acheté récemment à $1,2 par là. La deuxième crypto-monnaie, elle est très récente, c'est celle de la plateforme du réseau social et Telegram, donc le Toncoin. Donc si vous avez la possibilité de prendre ça, Telegram c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde entier et des systèmes financiers déjà installés. Aujourd'hui maintenant en Europe, tu peux déjà prendre ta carte Visa. Telegram a intégré des portefeuilles à tous ses utilisateurs. Tant que tu as un compte Telegram, tu as un portefeuille déjà. Non, pas nécessairement. Tu n'as pas besoin d'un compte Telegram vérifié. Dès que tu as un compte Telegram bien ouvert, tu arrives à recevoir des messages, à envoyer des messages. Tu as un wallet qui est intégré directement. Peu importe ton pays, peu importe. Donc tu peux utiliser ça exactement comme Trust Wallet. C'est décentralisé. Mais moi, je n'appelle pas ça trop décentralisé parce que dès qu'on banne ton compte Telegram,
tu perds aussi le portefeuille. Donc, il faut savoir doser dessus, quoi. Mais là, au moins, c'est la seule plateforme jusqu'à l'heure là qui a pu vraiment intégrer un système de paiement direct, quoi. Grâce à la crypto, il y a Facebook qui a essayé ça il y a des années, mais ça n'a pas pris. Donc, je crois qu'on peut déjà partir sur cette crypto là pour avoir un bon bull run. Mais il faut savoir doser sur l'achat, quoi. Quels sont les risques majeurs pour les investisseurs débutants? Ok, pour les investisseurs débutants, je vais dire qu'il y a beaucoup plus un risque psychologique. Il y a deux risques auxquels ils sont vraiment confrontés. Ça va être la psychologie et l'éducation. Quand tu prends un débutant aujourd'hui, il débute la crypto-monnaie ou bien il en a entendu parler. Moi, j'ai rencontré des gens, des vieux, qui veulent me parler de crypto-monnaie, mais qui me parlent directement de pi. Il y a une certaine désinformation. Donc, ils se disent que c'est une crypto-monnaie qui va leur rapporter 300 000, 400 000 dollars d'un coup. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'as pas connu le BTC en 2009, donc tu ne peux pas espérer ça. Tu n'as pas connu le Shiba. Quelques coups de chance aussi. Hein. Ce n'est pas tous les shitcoins qui performent comme ça. Mais là, il y a cette désinformation-là qui fait que quand quelqu'un tombe directement dans la crypto, il cherche les fois 100, les fois 150, des trucs comme ça. Ce sont des trucs en même temps. Alors que non, c'est pas ça. C'est un truc qui se construit. Quand tu as un business, tu as une boutique par exemple au bord de la voie, tu grossis progressivement ton capital. La crypto-monnaie ne fait pas exception à cette règle-là. C'est une règle que tu dois aussi suivre quand tu es dans le domaine de la crypto. Certes, tu auras des coûts, des gros coûts. Prendre des crypto-monnaies qui feront 150. On a connu, nous, le Bitcoin et Pig Token qui nous a fait vraiment sourire. Mais ça ne vient pas à tout bout de champ. Tu peux payer 100 Bitcoins et te retrouver avec un seul Bitcoin comme ça dedans. Donc, ce sont des trucs qui sortent du lot. C'est pas, je ne vais pas dire, c'est pas fréquent. Donc, tu ne peux pas compter sur ça pour investir directement dans la crypto et d'ici et de ça. Donc, il y a l'éducation là qu'il faut qu'ils s'y mettent. C'est pas forcément prendre une formation chez quelqu'un. Tu peux prendre une formation, ce serait plus rapide. Tu as droit directement à l'expérience de la personne, tout ça. Mais si tu n'as pas l'argent de te prendre une formation digne du nom, va sur YouTube. Il y a plein d'informations. Tous les influenceurs font la publicité de certaines crypto-monnaies, donc ils essayent d'arranger la vérité. Mais il y a d'autres influx qui vont quand même te dire la vérité. Et en termes d'influx qui vont vous dire la vérité, qui vont vraiment être trucs là, partez beaucoup plus sur la base des Américains. L'anglais, je sais que c'est un cauchemar pour beaucoup de personnes. Mais si tu es dans le domaine du trading ou de la crypto, tu veux avoir les vraies informations, va beaucoup plus sur les canaux américains. Tu as l'information, tu peux traduire et avoir l'information qui te serait vraiment utile. La psychologie, si je dois y revenir, c'est beaucoup plus, comme tu l'as dit, l'enrichissement pressé. Et tu as 10 dollars et tu veux te faire 1000. Il faut voir l'écart qu'il y a dedans, quoi. Quand tu as 10 dollars, tu veux passer à 1000, c'est fois 100. Quelqu'un qui a 1000 dollars et qui veut passer à 10 000, c'est juste fois 10. Donc, lui, il a besoin de quelques cryptos pour faire son fois 10 là. Toi, tu vas beaucoup plus miser sur les shitcoins. En misant sur les shitcoins, il y a déjà ce taux là, ce petit taux de réussite. Donc, tu as beaucoup plus de chances de perdre 10 dollars que d'en gagner même un seul. Donc, il y a cette partie de la psychologie là qui doit vraiment être présente dans la tête des débutants. Mais comme on le dit, mieux vaut les laisser pour que le marché les éduque une fois, deux fois. Comme ça, ils vont revenir à la source, chercher les bonnes informations. Et comme ça, ils pourront y aller vraiment franco et gagner de l'argent sur les marchés. Comment distinguer une bonne opportunité d'un projet frauduleux? En parlant de crypto-monnaie. Ok. Un bon projet crypto va avoir quoi? Tout bon projet crypto doit d'abord... moi, je prends le premier red flag pour moi. C'est le headline, la headline. Ceux qui dirigent. Tu prends par exemple certaines crypto-monnaies qui ont eu des headlines comme les co-associés de Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, c'est le gars qui a créé Ethereum. Donc, quand tu as une headline comme le CEO de la crypto-monnaie, par exemple, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Vitalik Buterin sur ETH. Là. Tu peux savoir que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de lourd. Tu as par exemple un projet crypto qui est vraiment sérieux. On vous a montré la white paper, tout ça là. Et vous avez vu par exemple qu'il y a 6Z derrière ça. Ou bien le président, le CEO de Ripple derrière ça. Donc déjà, premier red flag, s'il n'y a pas quelqu'un de vraiment assez truc là dans le domaine de la crypto dedans, moi je préfère éviter.
Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Soit ça va être ça, soit ça va être une grande plateforme qui sous-tend vraiment la crypto-monnaie. Là, tu sais que les fondamentaux ne seront pas biaisés. Après ça, tu vas lire maintenant la white paper. Tu vas voir à quoi sert la crypto-monnaie. Est-ce que ça a une réelle utilité? Quel est le problème que ça résout? Parce qu'une crypto-monnaie résout en fait un problème. Donc si tu es face à une crypto-monnaie qui ne résout aucun problème, alors là, il faut fuir. C'est un cheatcoin. Ok, permettez-moi de vous interrompre. Quel est votre avis sur le Dogecoin? Le Dogecoin, tout le monde sait que c'est un cheatcoin. Mais il y a ce côté-là de... Comment je vais dire? Il y a ce côté-là d'une certaine confiance, je vais dire, qui s'est installée au fil du temps pour le Dogecoin. C'est la même chose pour le Shiba Inu. Ce sont des cheatcoins, mais dont la disparition serait un peu compliquée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Tu prends le Dogecoin, pour la plupart du temps, quand tu penses directement à Dogecoin, on te dit de penser à un homme d'affaires. Tu penses à qui? Elon Musk, ce n'est pas n'importe quel homme d'affaires. C'est l'homme d'affaires par excellence à notre siècle ici actuellement. C'est l'homme le plus riche du monde. Propriétaire de Twitter, propriétaire de SpaceX, propriétaire de Tesla, tout ça. Donc, déjà, mettre une crypto-monnaie comme image à celui-là, tu vois que ça renvoie un peu de sûreté, ça nous amène à vraiment aimer cette crypto-là et à en acheter. Le Dogecoin aujourd'hui est accepté par plusieurs marques automobiles pour les paiements. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, si une voiture coûte $10 000, tu mets une valeur de $10 000, tu amènes une valeur de $10 000 de Dogecoin, tu pourras prendre cette voiture. Mais si les concessionnaires n'ont pas une certaine confiance en cette crypto-monnaie, ils ne pourront pas la prendre parce que tu peux amener $10. Après, si la crypto-monnaie flingue de 90%, lui se retrouve à $1 000. Donc, c'est parce qu'il a une certaine certitude, une certaine confiance que cette crypto ne peut pas dégringoler comme ça. Ou bien, même si ça arrivait, il va encore revenir. C'est en cela que lui t'a donné l'autorisation de venir payer avec cette crypto-monnaie chez lui. Donc, ce sont des cheatcoins, mais qui ont déjà dépassé l'étape primitive de cheatcoin, exactement comme, je vais dire quoi, Baby Doge, des trucs comme ça, tu vois. C'est beaucoup plus de cheatcoins vraiment, on va appeler ça cheatcoin avancé. C'est plus comme les autres cheatcoins, quoi. Ce sont des cheatcoins à part. Selon vous, quels sont les mythes les plus courants sur la crypto-monnaie? Tous les traders crypto sont dit c'est faux. Et tu peux investir $10 et ressortir avec $1 000. C'est vrai, mais pas pour tout le monde. Bon, disons, c'est vrai, mais pas en un temps record. Oui, je parle bon, ok, disons, faire de 10 à $1 000 en un temps record. C'est vrai, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Donc, ça dépend. Oui, ça dépend de la personne qui visite les marchés là. Un autre mythe, c'est aussi avoir beaucoup de crypto, avoir différentes cryptos dans son wallet te fera devenir riche. C'est pas catégorique, quoi. Tu peux avoir 10 cryptos et l'autre aura une seule crypto-monnaie et cette seule crypto-monnaie va lui permettre d'être immensément riche. Un autre mythe, il y a d'autres qui disent que quand tu prends une crypto et que tu la laisses là, 10 ans après, ça va forcément donner quelque chose. C'est faux. Parce que toutes les cryptos ne sont pas appelées à exister sur une longue durée. Donc, il y a des cryptos qui vont disparaître. À chaque bear market, on a des centaines de cryptos, des centaines de projets qui disparaissent. Donc, il faut faire attention. Et si vous avez des mythes ou bien des questions à poser, la section commentaire est là. Posez là-dedans. On va revenir dessus et y répondre aussi. Que pensez-vous de la régulation actuelle et son impact sur le marché? Donc, je vais dire pour les régularisations actuelles, tu parles de l'Union européenne. Donc, il y a eu la loi MiCA qui a vraiment régularisé les cryptos, ce qui fait d'ailleurs que l'USDT n'existe plus actuellement dans l'espace euro. Ouais. Maintenant là, quel est son réel impact sur le marché des cryptos? C'est clair que ça ferme certaines portes. C'est clair. On ne va pas se mentir, ça ferme certaines portes. Et la promulgation de cette loi-là a fait que les marchés crypto ont connu une certaine baisse. C'est vrai. Il y a eu certaines facilités qui ont été bloquées.
Il y a plein de sociétés qui utilisaient les USDT pour faire certaines transactions. Aujourd'hui, ça va plus être possible ou bien ça va être beaucoup trop contrôlé. Si nous allons prendre le plan juste on va prendre juste l'aspect financier, on va dire que je ne trouve pas que ça fasse un plus grand bien au marché crypto. Mais si on va voir beaucoup plus du côté du gouvernement, des gouvernements, eux veulent beaucoup plus surveiller le flux d'argent. C'est ça. Donc si c'est du côté de ceux qui sont du côté de l'État, c'est beaucoup mieux pour eux. Les institutions étatiques ou bien les institutions judiciaires, cette régularité-là va leur permettre de contrôler vraiment les flux d'argent. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y avait assez de flux d'argent par les cryptos, surtout par l'USDT. Oui, mais à la base, les cryptos ne devraient pas être contrôlés. Oui, les cryptos ne sont pas faits pour être contrôlés. Il y a cet aspect de la chose là qu'il ne faut pas oublier. Les cryptos sont transparents mais anonymes. C'est-à-dire que tu as fait une transaction de façon anonyme, mais elle est visible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? Il ne faut pas aller rencontrer, lors de tes transactions, il ne faudrait jamais aller rencontrer un truc comme Binance, Bybit, des trucs comme ça. Dès que tu rencontres un CES, du moins, dès que tu rencontres un CES directement, on a celui-là qui est détenteur de ce compte. Donc, avec les autorisations nécessaires, on pourrait savoir qui est derrière cette transaction-là. Du moins, on va savoir qui a reçu quand même la transaction. À partir de là, on pourra retracer d'où est venue la transaction. Donc, l'erreur là, il faut pas qu'on fasse cette erreur là. La blockchain, elle est anonyme, mais elle n'est pas, comment je vais dire ça? Mais elle est transparente. Donc, tout ce que vous allez faire, là, ça reste là. Et le danger, c'est quoi? Ça ne s'efface pas. Donc, dès que tu fais la transaction, et dans la transaction, il y a eu des irrégularités. Tu as fait une transaction pour acheter, par exemple, un produit illicite, des trucs comme ça. La preuve est toujours là. Mais on aura beaucoup plus de difficultés à joindre cette preuve-là à toi si tu ne fais pas rencontrer cette transaction avec un CES. Donc là, il est primordial de souligner que c'est anonyme mais transparent. Donc les cryptos sont faites pour anonymiser les transactions et rendre les transactions rapides, sécurisées et décentralisées. Quand tu vas à la banque, là, tu vas faire une transaction à partir de 10 millions grand masse, on va te demander des justificatifs, des trucs comme ça. Tu prends ton trust wallet, tu veux faire ta transaction, même de 1 milliard de dollars. Il y a zéro confirmation. Il y a zéro demande de justificatif fourni, sinon il y a zéro. Donc tu appuies juste un bouton et ta transaction va vers monsieur Madossier ou bien madame A, madame B. Donc là, c'est sécurisé, rapide et moins coûteux. Pour faire une transaction de 10 millions de francs du Bénin vers la France, par exemple, tu ne vas pas dépenser 1000 francs. Jamais de la vie. Quand tu prends l'exemple de Western va charger jusqu'à 5%, un truc comme ça. 5% de 10 millions, ça fait déjà 50 000 francs. Alors j'ai vu une transaction, à un moment là, j'avais vu une transaction qui avait circulé sur les réseaux. Le gars a fait une transaction de 10 millions de dollars. C'est l'équivalent de près de 6 milliards de francs. Il a payé 1,5 $. Comme frais de transaction. Donc c'est rapide, moins coûteux, sécurisé, mais anonyme aussi, mais c'est transparent. Quel rôle jouent les influenceurs crypto et comment éviter la désinformation? Donc déjà, il faut voir, moi je vais d'abord donner quelques red flags. Un influx crypto qui passe tout son temps à montrer Rolex et voyage Dubaï, des trucs comme ça. Moi, je préfère éviter. Oui, moi, personnellement, je préfère. C'est mon avis. D'autres vous pouvez avoir des avis contraires dans les commentaires. Lâchez-vous dans les commentaires, ça ne nous dérange pas. Mais personnellement, du haut de mes 5 ans d'expérience déjà là, je crois qu'il faut éviter ça. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quoi? Vous allez comprendre que quand vous prenez le graphique de 3 petites coins qui ont pompé et après derrière sont redescendus à bas, à rassol, vous allez constater que quoi? Au début, la crypto a été lancée. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les phases de promotion, où on va contacter des influx crypto. Donc, on va les contacter, on va leur donner des parts de la crypto ou bien on va les payer directement. Ils vont faire la promotion. Il y aura la phase de FOMO. Vous allez
avoir peur de perdre une opportunité parce que tel influx a passé telle info, telle info. Vous allez entrer tous en masse. Donc, il y a cette liquidité-là qui va s'accumuler. L'influx ainsi que les propriétaires de la crypto-monnaie vont vider la caisse. Il y aura un rug pull. Pour tous, vous allez perdre vos sous. Donc, s'il y a par exemple 10 000 ou bien s'il y a par exemple 100 000 $ injectés dans la crypto, quand il fuit avec la caisse, vous avez perdu en tout 100 000 $. L'influx va prendre sa part, le créateur de crypto va prendre sa part et c'est vous retrouvez en moins. Ce que je dis, c'est un truc qui se passe et si vous regardez correctement les influenceurs crypto sur Twitter ou quoi que ce soit là, vous allez comprendre exactement comment est-ce que le mécanisme se passe. Effectivement, tout récemment, sur ton petit post sur TikTok où le gars disait que les grands artistes américains, ils font une publication et dans cette publication, ils incitent leurs fans à prendre tel crypto. Donc, au bout de 24 heures, ils reviennent encore les mêmes artistes et ils disent que c'était un scam. C'était un scam qu'ils se sont fait pirater. Tu vois. Ça est même passé avec le compte de Mbappé. Oui. Tu as appris ça? Oui, j'ai appris ça. Et il y a eu un pirate informatique là qui a piraté le compte de Mbappé. Il a insulté des gens, ça va être d'abord. Après, il a drop l'adresse d'une crypto. Les gens sont achetés en désordre. Il a amassé la liquidité, il est reparti avec tout ça. Donc, il y a plein d'autres cas. Hein. Il y a même une star la dernière fois qui a été finalement acquittée parce qu'elle était accusée d'un truc de crypto, là, les scams, les cheatcoins. Là. Donc, elle avait drop une adresse d'un cheatcoin. Les gens avaient investi, rug pull, et la SEC lui a demandé des comptes. Mais après, elle a fourni les preuves qu'elle a été piratée, des trucs comme ça. Je ne me rappelle plus très bien du nom. Si je m'en rappelle, je vais te faire passer l'information aussi. Donc, il faut beaucoup éviter les influx qui passent tout le temps à montrer que le luxe, Allez chercher les influx qui vous donnent vraiment les informations. Ils vous apprennent. Les vrais influx n'ont aucun mal à te dire, va suivre tel-ci. Ils donnent telle information ou bien ils n'ont aucun mal à partager l'information d'un tel autre influx, de dire ceci c'est bon, ici là, d'ici, ici je commande comme ça, mais tout le temps à montrer des résultats de x100, x150, des trucs comme ça. Évitez-les et suivez surtout les influenceurs américains. Et comment voyez-vous l'évolution de la crypto-monnaie dans les 5 à 10 prochaines années? Ok, il y a eu, on va voir sur la vidéo là, vous allez voir la progression de la crypto-monnaie depuis un certain temps. Vous allez voir en termes d'adoption. Donc il y a l'image là qui passe là directement. Vous allez voir en termes d'adoption le nombre de personnes ayant déjà adopté la crypto-monnaie par rapport à la population mondiale. On avait fait une comparaison, je ne me rappelle plus bien des chiffres exacts, mais on n'a même pas encore atteint l'adoption que Internet a atteint dans le monde. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je dis. La façon dont les gens ont adopté Internet dans le monde, là, on n'a pas encore adopté la crypto comme ça. Donc, malgré ça, tu vois les pertes de malades qu'on a eu à faire. Il y a eu BTC qui coûtait 0,5 ou 1,5 $, qui aujourd'hui est à 80 000 ou bien 84 000 actuellement. Il y a eu l'Ethereum qui faisait quoi? 1, 2 $, bien 0,8, un truc comme ça. 190 par là. Tu vois, même à 190, toi tu l'as connu à 190, tu étais en retard. Tu étais très en retard. Mais aujourd'hui, l'Ethereum est à 1600, 1200 ou bien 1100. Actuellement, ça est dans les 2000. Déjà dans les 2000, tu vois. Donc, je n'ai pas checké aujourd'hui. C'est revenu à 2000. Donc, revenu à 2000 carrément. Moi, je suivais beaucoup plus le Cake, le BTC et quelques autres cryptos là. Le TH, bon, je ne suis pas trop intéressé pour le moment. Mais c'était juste pour vous montrer l'ampleur que le truc peut prendre. Si on doit reporter, on va dire par exemple, l'adoption qu'on a eue maintenant. Si on doit avoir 10 fois cette adoption, on n'atteindrait même pas encore l'adoption de Internet. Et si on doit faire, disons que si les 10 fois là doivent nous donner 5 fois la valeur des cryptos actuels, donc on aura un BTC à 500 000 $, on aura le TH à quoi, 10 000 ou bien un truc comme ça, on aura le BNB à 1500 $. Ah, donc à 3000 $, on aura quoi? Tu vois? Et le temps qui est à 8 actuellement, on aura ça à 40 $.
Donc, si on doit reporter x5 sur tous les prix, je sais que c'est un peu hasardeux l'estimation que je fais, mais c'est, imagine quoi. C'est au fait comme ça, moi, je vois la crypto-monnaie. Plus l'adoption va être grande, plus on aura des prix qui vont gonfler. Certes, il y aura des cryptos qui vont disparaître, il y aura d'autres qui viendront, tu vois. Il y aura du mouvement quand même. Mais malgré tous ces mouvements-là, je crois que d'ici 5-10 ans, pour moi, l'estimation que je peux faire pour le BTC, on peut atteindre les 300K pour un BTC dans les 10 ans. Ça, c'est mon estimation à moi. Et on peut aller beaucoup plus. Moi, j'ai été vraiment avare dans l'estimation. Quand je dis 300K pour moi, j'ai été avare dans l'estimation, mais on peut atteindre quand même les 300K dans les 10 ans à venir pour le BTC. Le Bitcoin, c'est devenu en 2009. Oui. Maintenant, pensez-vous que l'Afrique est en retard par rapport à la crypto-monnaie? Oui, je dirais très en retard. Ne pense pas que toi qui me regardes aujourd'hui, tu as lu le test, il y avait crypto-monnaie dedans, tu as cliqué. Ne pense pas que tout le monde est comme toi. Il y a encore plein de personnes qui aujourd'hui restent quand même sceptiques par rapport à la crypto. Il y a d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. Il y a d'autres qui en ont entendu parler, mais qui trouvent que c'est de l'arnaque. Il y a encore plein. Mais ce que je me demande, si c'était une arnaque, est-ce qu'il y aura un pays, le Salvador, qui passe tout son temps à acheter de la crypto? Si c'était une arnaque, est-ce que les plus riches de ce monde-là mettront leurs sous dedans? Est-ce que si c'était une arnaque, il y aura des sociétés carrément érigées pour parler de ça, pour traiter de ça? Est-ce que si c'était vraiment une arnaque, il y aura la SEC et les autres institutions pour régulariser ça? Non. Donc, toute révolution, il y a ce scepticisme-là qui est forcément au début. Internet, on n'y avait pas cru au début comme ça. Mais aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre quotidien. Oui, sans Internet, cette tablette que tu utilises ici, ça n'aura pas de valeur. Sans Internet, nos téléphones n'auront pas de valeur. C'est la même chose pour le BTC et les crypto-monnaies de nos jours. Donc, en termes c'est que si on m'a dit l'Afrique est en arrière, l'Afrique est très en arrière. Il y a eu un influent, on l'appelle Crypto Goku. Il est sur Telegram, vous pouvez chercher @Crypto Goku. Crypto Goku a sorti carrément un petit livre. Tu vois, comme les manuels de CICP là, il a fait un manuel pour enfants, un petit truc là, qui permet aux enfants de entre 0 à 11 ans là, de pouvoir comprendre la crypto. Et sur Amazon et les trucs comme ça, c'est apparemment disponible et les gens s'en achètent chaque fois. C'est pour enfants. Donc si un adulte achète, c'est pour que son enfant puisse s'éduquer. En Europe, le parent de là-bas fait ça pour son enfant. Parce qu'il se rend compte de l'importance de la crypto-monnaie dans la vie à venir de son enfant. En Afrique ici, quand tu te mets à faire ça, on te traite d'arnaqueur, on te traite de ci, on te traite de ça. Donc déjà, même psychologiquement, on est en arrière en vue de la crypto-monnaie. Psychologiquement en Afrique, on est en arrière. Les NFT et le métaverse sont-ils une évolution ou juste une mode passagère? Je dirais que c'est beaucoup plus une révolution, même si on n'en a pas encore vraiment vu l'utilité jusqu'à présent. Parce que si on va parler du métaverse, il y a tout ce qui est casque de réalité virtuelle, la vie, tout ça là, dans des trucs où vous achetez des terrains virtuels, vous faites ça. Donc ça va nous permettre de trouver, je vais dire, d'autres formes de transactions monétaires. Parce que des parcelles que tu sais exactement comme tu achètes des parcelles dans la vie réelle ici, tu les revends pour faire une plus-value. Là-bas aussi, tu pourras refaire ça dans la métaverse. Ça te permet de suivre des concerts, ça te permet de faire. Mais au premier abord, c'est une forme de transaction monétaire d'abord. C'est l'argent d'abord. Donc, quand tu vas vouloir suivre un concert, il faut payer les tickets. Quand tu vas vouloir prendre une parcelle, il faut payer le détenteur de l'espace que tu veux occuper. Il y a les objets que tu veux payer. Il y avait même une tendance qui était sortie où tu pouvais porter l'habit là, tu vois, et quand l'autre a vous êtes dans le même univers, je dirais, même quand vous sortez, tu vas voir l'habit là sur l'autre. Il y avait aussi cette histoire de chaussures que tu portais.
Donc tu portes la chaussure et tu cours. Quand tu portes la chaussure et tu cours, tu fais un certain nombre de pas, on te payait. Donc tout ça là c'est dans les NFT. Parce que la chaussure, tu dois l'acheter en tant qu'NFT. Donc tout ça, c'est relié à la blockchain, tout ça. Donc je pense que c'est une révolution. Mais pour le moment, on n'a pas encore atteint son plein potentiel. Ce qui nous fait croire que c'est juste une tendance passagère. Ok, monsieur Joseph, nous sommes pratiquement à la fin. Mais nous avons cependant une toute dernière question pour vous. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans la crypto aujourd'hui? Je vais lui donner 2 conseils. La toute première, c'est de s'éduquer convenablement. Pas forcément besoin de prendre une formation chez quelqu'un. Il y a tout sur Internet. Tu cherches correctement. La deuxième question, elle est sur la psychologie. Le gain facile termine toujours mal. Mieux vaut $1 lentement gagné que $100 rapidement perdu. Donc, tu prends tes $1 que le marché te donne et tu continues avec. À vouloir chercher les fois 100, les fois 1000, tout ça, tu pourras facilement sombrer dans la perte et perdre des centaines, voire des milliers de dollars. Je vais m'arrêter là pour les 2 conseils là. On arrive à la fin de cet épisode passionnant sur la crypto-monnaie. On a vu qu'elle représente à la fois une opportunité et un marché à haut risque. Alors si cet épisode vous a plu, laissez un commentaire, partagez et likez.